Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour Christophe. Vous étiez sur place en novembre 2015, 130 morts, 90 au Bataclan et les terrasses, plus de 400 blessés. Nous étions 10 mois après les attentats contre le Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher, où là aussi vous étiez intervenu. Est-ce qu'entre les deux, janvier 2015, novembre 2015, on avait sous-estimé la menace, on avait manqué de fermeté et de vigilance aux frontières ? Non, je crois pas qu'elle ait été sous-estimée, cette menace-là, pendant cette époque-là. La seule chose que moi, à mon avis, qui a posé problème, c'est entre les deux périodes, c'est le manque de relations. On n'a pas réussi à faire beaucoup plus vite le manque de relations avec les services étrangers pour avoir. C'est au niveau européen qu'on s'est pas bien concerté, quoi. Oui, et ça s'est arrangé ensuite, malheureusement, après le Bataclan, et pour arriver à des coopérations qui maintenant sont excellentes, ce qui n'empêche pas qu'on est quand même que la menace est importante quand même. Elle demeure importante, cette menace. On a l'impression que depuis 2015, Daesh a été écrasé là-bas, en Orient, et que donc la menace est redescendue. Non, en fait, elle s'est transformée, cette menace-là. À l'époque, nous avions une menace de réseau qui venait à la fois de l'extérieur et à l'intérieur de la France. Et ensuite, la menace s'est transformée parce que la France, comme d'autres pays européens, nombreux d'ailleurs, a le triste privilège d'avoir son terreau de terroristes à proximité, est en train de nourrir un terreau de terroristes. Et donc, c'est une menace interne. Et elle est toujours aussi importante, oui, bien sûr. Alors, face à une organisation militaire comme celle qui s'était déchaînée en novembre 2015, on voit l'utilité d'un organisme comme le RAID. Mais face à un individu devant son ordinateur qui prend un couteau de cuisine et qui sort égorger quelqu'un, comme on le voit, c'est le procès de Samuel Paty en ce moment, qu'est-ce que peut faire le RAID ? Rien. Eh bien, vous avez raison. Il y a la problématique, c'est de déceler le terroriste, déceler le djihadiste qui va passer à l'action. Et ça, effectivement, quand il y a des réseaux internationaux, quand il y a des gens qui communiquent entre eux, les services spécialisés ont plus de facilité à découvrir ça. Mais même je veux quand même rassurer les gens qui nous écoutent, même sur des individus qui sont isolés, il y a des systèmes de surveillance. La preuve, c'est que tout à fait récemment, cette semaine, un jeune Français d'origine tchétchène a été arrêté, il s'apprêtait à commettre des attentats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RAID ou ses équivalents, c'est devant un ordinateur à traquer les messages, ou c'est en espionnant les réseaux sociaux, Telegram, etc., qu'on peut être utile, efficace. Non, c'est pas le RAID qui fait ça, mais effectivement, dans les services de la police, dans les services de la gendarmerie, vous avez des services spécialisés. Et l'action contre le terrorisme, c'est une action générale de tous ces services-là. À la fois les services de sécurité intérieure, mais on l'a dit aussi, les services, l'armée en 2015 a évité un certain nombre d'attentats, tout simplement en bombardant le Levant, en bombardant là où étaient les djihadistes français. Donc c'est une osmose entre tous les services qui évitent ça. Alors je reviens sur novembre 2015, il y a eu beaucoup d'interrogations sur la coordination des différentes forces pour savoir si on aurait pu intervenir plus vite au Bataclan. Avec le recul, quel est votre sentiment ? Ça me semble difficile d'intervenir plus vite. Vous savez que les premières interventions ont eu lieu assez rapidement, et c'est un commissaire de la BAC de Paris et son chauffeur qui sont rentrés très courageusement d'ailleurs. Ils sont les vrais héros de cette affaire-là. Ils sont rentrés au Bataclan. Aujourd'hui, ce commissaire est le chef du RAID d'ailleurs. Comme quoi, il y a une continuité dans la police nationale. Et c'est bien pensé. Et donc, en rentrant dans le Bataclan, ils ont réussi à réduire un des 3 terroristes qui étaient bardés d'explosifs. Et à la suite de ça, les autres terroristes se sont réfugiés dans les loges, ce qui nous a permis d'arriver et de traiter l'affaire et de sauver le plus de personnes. Ils ont évité des morts en repoussant les 2 terroristes survivants dans un recoin. Oui, ils ont évité des morts, bien qu'auparavant, des morts, il y en a eu beaucoup, vous l'avez rappelé. Mais c'est arrivé très très vite, c'est allé très très vite. On voit le trafic d'armes prospérer autour du narcotrafic. Ouais. Aujourd'hui, la France est un pays où les armes de guerre sont monnaie courante. Depuis la guerre de Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, il y a 30 ans, les réseaux se sont procurés des armes, et maintenant effectivement on est dans un pays où circule un certain nombre d'armes dont on se sert en particulier pour le trafic de stupes. La suite de novembre 2015, c'est Saint-Denis. Une partie de l'équipe terroriste est logée. Est-ce qu'aujourd'hui vous appliqueriez la même tactique, c'est-à-dire une entrée en force dans cet immeuble ?
Oui, bien sûr, bien évidemment. Il n'y avait pas le choix, il fallait... J'avais pas le choix à l'époque. Bon, ça a été... le nombre de balles tirées, etc. On a beaucoup glosé. Mais, vous savez, le nombre de balles tirées par rapport à la vie de mes hommes et à la vie des humains, c'est peu de choses. Ça représente peu de prix. Et puis, on a fait des barrages de feu pour éviter que les terroristes qui avaient des gilets explosifs, il ne faut pas l'oublier, ne viennent se coller aux parois, qui n'étaient pas des parois porteurs, et me mettre au tapis la moitié de la colonne. Donc, oui, ça a été géré de cette manière-là. Sans doute que je referai la même aujourd'hui. Demain, il y a le match France-Israël au Stade de France. Le Stade de France avait d'ailleurs été visé le 13 novembre 2015 par un attentat. C'est très difficile à protéger un match de foot de cette nature. Alors une enceinte close, pardon, excusez-moi, c'est plus facile que par exemple sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on l'a dit à plusieurs reprises. Mais quand même, il faut mettre des effectifs, il faut travailler en cohésion et en coordination à la fois avec la police nationale, la gendarmerie qui vient en renfort avec les gendarmes mobiles, mais aussi en cohésion avec les stadiers, avec la sécurité privée, etc. Et c'était tout l'avantage d'ailleurs de la loi que j'ai portée, la loi sur la sécurité globale quand j'étais député. Ça permet une meilleure cohésion là-dessus. C'est pas chose simple, mais la police sait faire et une belle technicité. Y compris une unité d'élite comme le RAID peut être utile sur un événement de masse comme ça ? Oui, bien sûr. Ils sont d'ailleurs de plus en plus usités parce qu'on a besoin d'avoir des points hauts, ne serait-ce que pour observer, parce qu'on a besoin de faire des opérations d'urgence et donc il faut une réserve d'intervention sur un individu suspect, parce qu'on a besoin aussi d'extraire des personnalités, donc on a besoin de renforcer les services de protection, par exemple du président de la République ou du Premier ministre. Oui, c'est les services spécialisés, RAID, GIGN sont importants. Laurent Nunez a présenté le dispositif, 4000 personnes, etc. Ça vous semble solide ? Oui, oui. Ce qui me semble solide, moi déjà, c'est Laurent Nunez en lui-même. C'est un vrai spécialiste. Il a été, je le rappelle, secrétaire d'État à la sécurité. Ça a été un préfet de sécurité, de police de sécurité de Marseille. C'est un vrai spécialiste. Oui, le dispositif me semble solide. Oui. Est-ce que le chef policier que vous avez été, le policier que vous êtes toujours, trouve que Bruno Retailleau est un bon ministre de l'Intérieur ? Je trouvais déjà que Gérald Darmanin était un bon ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau vient d'arriver, il a fait un certain nombre de déclarations qui vont dans le bon sens. Maintenant, il faudrait arriver à acter tout ça et à passer à l'étape supérieure. On a vu à Amsterdam un phénomène qu'on pensait impossible dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de chasse à l'homme, de chasse aux juifs, une foule lâchée dans les rues pour traquer les juifs. Est-ce qu'il y a eu faillite de la police locale ou est-ce que c'est impossible face à tel phénomène d'intervenir ? À Amsterdam, comme en France, comme dans les autres démocraties, il y a faillite de nos démocraties dans ce domaine-là. C'est terrible parce que la chasse, vous dites la chasse aux juifs et vous avez raison, ça représente quelque chose d'abominable compte tenu de ce qu'on a fait en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vraiment il y a un endroit où on ne devrait plus assister à ça, c'est bien sur le territoire européen. C'est terrible. Mais je disais, faillite de nos démocraties, pas de la démocratie en soi, mais des moyens que se donne la démocratie pour lutter contre ça. Je pense que à un certain moment, d'abord il nous faut une répression accrue de la justice. C'est quelque chose d'important. Qu'en France, on n'a pas trop quand même. Il va falloir évoluer là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que il faudrait, je pense, créer un espace juridique limité dans le temps, une espèce de bulle limitée dans le temps, que ce soit pour des affaires comme ça ou que ce soit pour des émeutes dont on a qu'on a subi en juin ou qu'on a subi en Outre-mer. Juin 2023 ou en Nouvelle-Calédonie, oui. Une bulle juridique avec des pouvoirs importants. Ça s'appelle l'état d'urgence, non ? Je pense que l'état d'urgence n'est pas adapté à ça, l'état de siège n'est pas adapté non plus à ça, l'article 13 n'est pas adapté à ça. Je pense qu'il faut légiférer là-dessus, avoir un état d'exception nouveau, une espèce de bulle juridique déclenchée ensuite par le gouvernement, mais très limitée dans le temps et qui vous donne au moins deux pouvoirs. Premièrement, le pouvoir de la responsabilité collective. Celui qui se retrouve à proximité de quelqu'un qui se fait lyncher en groupe, eh bien, il doit encaisser cette responsabilité-là. Aujourd'hui, la responsabilité est individuelle et peut-être que limité dans le temps, on peut prévoir cette responsabilité collective pour arrêter immédiatement ces massacres, pour arrêter ces chasses à l'homme, pour arrêter ces pogroms. Et la deuxième chose, c'est l'exemption de responsabilité de la part pour les forces de l'ordre qui agissent dans cette bulle-là, qui agiraient dans cette bulle-là, une exemption
totale de responsabilité dès lors qu'ils agissent dans le cadre de leur mission et sous leur commandement de tutelle sur leur autorité hiérarchique. Et donc ça, c'est un élément nouveau dont on a besoin pour les démocraties, qui est un élément qui doit s'arrêter dans le temps. C'est-à-dire c'est une petite parenthèse d'action dans le temps, dans notre démocratie. On ne pourra pas mettre un policier derrière chaque juif pour le protéger de l'antisémitisme. La protection doit se faire autrement. Là, ça doit se faire tout à fait autrement. D'ailleurs, on doit revenir les sanctions. On doit revenir à des sanctions importantes. On doit intervenir à tout dès le moindre. Ne rien laisser passer. Ne rien laisser passer là-dessus. Alors que ce soit évidemment pour la communauté juive. Ici, on est bien placé pour en parler, mais que ce soit sur les racismes, sur l'homophobie, sur tout ce que nos démocraties ont apporté de garanties depuis en particulier la Deuxième Guerre mondiale. On ne doit rien laisser passer là-dessus. Vous avez publié il y a quelques mois Les Hommes en Noir chez Plon, donc c'était un roman, mais évidemment nourri de votre expérience. Vous écrivez à nouveau J'écris, oui, tout à fait. Là, je suis en train d'écrire là plutôt un essai sur le courage. L'écriture, c'est la prolongation de votre action ou c'est simplement transmettre aux générations suivantes l'expérience ? L'écriture, ça vient aussi effectivement en prolongation de l'action que j'ai fait, en même temps que cette action-là, puisque je continue à travailler aussi sur de la sécurité dans ce domaine-là. Et effectivement, moi j'ai eu besoin du roman pour mettre le sentiment de ce que j'avais vécu, de cette nuit d'horreur et de ce que j'avais vécu dans quelque chose de romancé, avec le témoignage de certains otages que j'ai eus, cette espèce de distorsion du temps qui va beaucoup plus vite pour l'homme d'action plutôt que pour l'otage. L'otage, évidemment, ça dure une éternité, etc., etc. Ça, j'ai voulu le mettre tel quel et le mettre noir sur blanc. Le courage, c'est avoir peur, mais passer par-dessus sa peur. C'est en quelque sorte ça, mais le courage aujourd'hui doit se traduire par énormément de choses. Je pense qu'il faut réagir on en a parlé sur un certain nombre de choses et que politiquement aussi, on doit agir là-dessus. Jean-Michel Fauvergue, je renvoie nos auditeurs aux Hommes en Noir, roman passionnant avec des retournements de situation imprévisibles. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Barbier, on vous retrouve demain matin à 7h45. Avec Nicolas Daragon, le ministre chargé de la sécurité du quotidien. Merci beaucoup Christophe. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du CASIP et gagnez